Nous accueillons maintenant notre deuxième candidate du soir, Laure Lavalette, députée du Rassemblement national et porte-parole de la campagne de Jordan Bardella. Pour l'interviewer, on accueille de nouveau Hussein Moussaem et Axel Barrière. Je rappelle qu'on n'a pas le droit d'applaudir, sauf à la fin, pour remercier d'être venu. Donc il ne faut pas s'attendre à des applaudissements, que ce soit en bon ou en moins bon. Vous avez 3 minutes pour vous présenter. Et puis après ça, on passe aux questions-réponses des deux jeunes qui sont ici. Vous avez une question qui dure maximum 30 secondes pour être posée. Et votre réponse est de 2 minutes pour arriver à un total de 19 minutes 45 d'échange. On vous écoute. Je vais vous donner. Merci beaucoup. Voilà, je suis Laure Lavalette, je suis députée du Var. Je suis à la commission Affaires sociales à l'Assemblée nationale. J'ai 5 enfants, dont une jeune fille porteuse de handicap qui est trisomique 21. Donc je me suis beaucoup reconnue dans le récit du trajet. J'ai oublié votre prénom, excusez-moi, excusez-moi monsieur. Knesh. Eh ben, écoutez, vraiment, j'avais l'impression d'y être. Je peux vous dire que ma fille a 19 ans, donc une trisomie 21, un handicap mental. Elle ne peut plus voyager avec Je Voyage Seul de la SNCF, qui est pourtant une opportunité pour les enfants de voyager, mais c'est jusqu'à 12 ans. Donc civilement, comme elle en a 19, elle ne peut pas. Et elle ne peut pas prendre l'avion parce qu'à la question, est-ce qu'elle serait capable, en cas d'évacuation, de se débrouiller toute seule? J'ai répondu non, en toute objectivité, puisqu'elle a, je sais pas, 3, 4, 5 ans d'âge mental, suivant ce que l'on cherche. Et donc, elle n'a pas pu aller voir ses grands-parents. Donc, vous voyez ce dont vous parlez. Voilà, c'est une injustice que voilà, je ressens dans ma chair en tant que maman. Donc, je suis à la fois, j'allais dire, juge et partie. En tout cas, je crois que je connais bien les difficultés des maisons départementales des personnes handicapées, des problèmes d'accessibilité. Donc je suis très contente de retrouver En Débat, association que j'avais connue au moment de la présidentielle, puisque j'avais été l'interface entre Marine Le Pen et En Débat. Donc voilà, c'est avec plaisir que je viens aujourd'hui vous parler du handicap. Alors probablement que je vais avoir un discours très différent de tous les candidats qui sont passés avant moi, parce que figurez-vous que moi je pense que la politique sociale doit demeurer une prérogative de l'État. Je pense que c'est le reflet de la solidarité nationale. Voilà, donc c'est très différent, très disruptif par rapport à ce que vous avez entendu, mais ça vous permettra peut-être de vous faire une idée d'entendre quelque chose de différent. Alors si on n'est pas au bout de 3 minutes, encore du temps. On reversera, bien sûr. Vous chantez. Vos secondes, peut-être non, à la fin. Est-ce que ce temps se cumule pour les réponses aux questions, ou est-ce que vous voulez vraiment que je meuble? On est arrangeant. On préfère passer aux questions avec nos deux jeunes. Donc ma première question m'a porté sur la mobilité internationale. On sait que c'est une expérience très valorisante et valorisée pour les étudiants. Malheureusement, certaines personnes en situation de handicap sont obligées d'abandonner leur projet en raison de défaut de continuité de leur aménagement. Et donc, quels seraient pour vous les leviers pour, vos propositions pour pallier ces difficultés-là, pardon. Cette accessibilité, c'est vrai que c'est un des points centraux, un des points majeurs, évidemment, avec les aides sociales, l'emploi, la scolarisation. Mais c'est vrai que cette accessibilité, elle pose un problème. Et même avant d'aller voir plus loin, elle pose déjà un problème au niveau national. Elle pose un problème parce que, ne serait-ce qu'à Toulon, ville où je suis élue, déjà l'accessibilité pour les personnes porteuses de handicap, je peux vous dire qu'elle n'est pas bonne. J'ai souvenir d'une passerelle qui devait traverser des rails pour aller à la gare. Et en fait, quand vous montiez en fauteuil, vous pouviez monter, traverser, mais vous ne pouviez pas redescendre puisqu'il y avait des escaliers. Donc vous voyez que déjà, avant d'aller chercher plus loin, et bien sûr que les étudiants rêvent, et bien sûr qu'il faut continuer à faire Erasmus, puisque typiquement Erasmus est un des programmes que nous aimons dans l'Europe. Voilà, nous n'aimons pas tout, mais nous aimons évidemment cette idée d'échange. Il faut que les facs aient des accords bilatéraux, que l'on sache, que l'on puisse proposer aux étudiants qui sont en France un éventail
de fac qui sont, j'allais dire, handy-friendly et que ce soit plus facile. Mais pour revenir un peu au niveau national, je sais pas, moi j'ai mis 15 ans avec ma fille à avoir la carte qui permet de se garer sur une place handicapée alors qu'elle a des difficultés à la marche. Donc je veux bien qu'on réfléchisse plus loin, mais moi j'ai aussi envie d'améliorer le quotidien de mes concitoyens porteurs de handicap tout de suite. Vous voyez, c'est évidemment qu'il faut faire les deux, mais je pense qu'il y a encore tant à faire en France qu'il est intéressant de s'en occuper. Et c'est vrai que contrairement sûrement aux camarades qui étaient précédemment sur cette chaise, je pense que c'est l'État qui règle ce genre de problématiques et qu'il y a que cet échelon, cette proximité qui améliore la qualité des personnes porteuses de handicap. C'est la raison, à mon avis, pour laquelle cette solidarité nationale en France est déclinée au niveau du département triptyque auquel nous sommes attachés, la ville, le département et la nation, contrairement aux intercommunalités, aux grandes régions et à l'Europe. Je pense que cette subsidiarité démocratique, elle est importante. Démocratique parce qu'on est évidemment en démocratie, et subsidiarité parce que c'est la proximité qui peut améliorer votre quotidien, et je ne pense pas que ce soit l'Europe. L'idée étant tout de même de pouvoir offrir les mêmes opportunités à tous. C'est plutôt dans ce sens-là. Quelles propositions peuvent être faites? Vous parlez d'accords bilatéraux, mais finalement, qu'est-ce qui peut être fait au niveau de l'Union européenne et des instances européennes? Mais figurez-vous que nous ne sommes pas pour une Europe qui contraigne les États. Nous pensons justement que l'Europe met un peu trop son nez partout. Évidemment, on parle aussi de la carte handicapée. Bien sûr, sur le papier, c'est très beau. Pour l'instant, tous les retours que j'ai sont que ça n'est quand même pas fantastique. Et encore une fois, il y a déjà de telles disparités au sein des départements. Comment imaginer qu'on arrive dans les 27 pays, alors qu'on a tous des politiques très différentes en matière sociale et en matière de handicap, que ça fonctionne? Ça me paraît un peu utopique. Et encore une fois, je ne souhaite pas que ça soit cet échelon-là qui améliore le quotidien. Mais bien sûr que je voudrais, dans un monde rêvé, que où qu'on aille, quelqu'un en fauteuil, quelqu'un qui doit lire du braille, puisse naviguer comme quelqu'un de valide, évidemment, mais ça me paraît un peu utopique pour l'instant. Donc juste pour être clair, ça veut dire qu'un étudiant français, si jamais il y a un accord avec son université, l'université de la Grèce, et qu'il n'y en a pas avec l'Italie, il ne partira pas en Italie. C'est bien un problème, je suis d'accord, et je pense qu'il faut donner les moyens aux directeurs d'université de développer cet éventail. Mais encore une fois, malheureusement, la politique, malheureusement et heureusement, c'est la liberté de chaque pays. Je pense que vous savez que je suis dans un parti politique qui est très attaché à la liberté et à la souveraineté des peuples. Donc effectivement, je ne suis pas pour contraindre les États aux mêmes normes, par exemple, que la France. Moi, je souhaite rebondir justement où il a dit qu'il faut pas, vous n'avez pas une vision de l'Europe qui doit être contraignante et vous voulez pas de cette Europe. Alors, effectivement, je pense que c'est le cas aujourd'hui, parce que on a des normes européennes sur l'accessibilité du bâti, sur l'accessibilité numérique, qui ne sont malheureusement pas respectées. Et je suis bien d'accord qu'on veut pas une Europe contraignante, mais au quotidien, qu'est-ce que le jeune, aujourd'hui jeune, je veux accéder au bâti, vous n'avez pas parlé de la passerelle dans la gare, qu'est-ce qu'on peut avoir, quels sont les leviers qu'on peut avoir pour renforcer cette accessibilité? Mais parce qu'en fait, je pense que l'Union européenne, elle n'a pour compétence que de lutter contre les discriminations. C'est l'État, c'est une grande politique nationale avec l'État, les institutions et la société qui vont changer les choses. Mais que l'Europe dise à un pays, oui, ça, franchement, c'est pas bien. Je peux vous assurer que c'est pas ça qui va vous trouver du boulot, qui va vous trouver une place dans un institut médico-éducatif parce que vous en avez besoin, qui va faire en sorte que vous allez plus facilement prendre le bus parce que les trottoirs seront aux normes et qui vont faire en sorte que vous puissiez prendre le métro. Ça n'est pas l'Europe. Moi, je pense que l'État est l'échelon qui doit évidemment gérer ça, parce que l'inclusion des personnes handicapées dans la société, c'est plus qu'un objectif. C'est une question, évidemment, c'est une promesse de dignité, de respect. C'est à chaque État de s'en occuper. Et je vais vous dire, c'est la raison aussi pour laquelle Marine Le Pen, en 2022, avait proposé à ce que de rentrer dans la Constitution la lutte contre les discriminations
du fait du handicap, parce que justement nous voulions que ça soit inscrit dans la norme suprême et que ce soit même au-dessus des directives transposées de l'Union européenne, parce que il en va, alors il y a toujours cette phrase évidemment un peu galvaudée et un peu niaise sur l'état d'une civilisation, vous savez, qui se mesure à ce qu'elle fait à ses plus fragiles ou aux plus vulnérables, mais quelque part évidemment qu'il est de l'honneur d'un pays de faire en sorte que les personnes valides et les personnes pour qui la vie est plus difficile, on appartient tous à cette communauté de destin, à cette communauté nationale. Et l'État doit évidemment tout mettre en œuvre. Moi, j'ai plein d'idées. Je veux dire, typiquement, je donnerais 5 milliards de moins à l'Union européenne. Je peux vous dire que des trottoirs aux normes, je pourrais en mettre un paquet. On pourrait taxer les super profits pour mettre ça dans les caisses de la protection sociale et évidemment avoir plein d'idées. Vous savez... Pour revenir à ma fille, elle va avoir 20 ans. Heureusement, il y a un de mes collègues que je ne connais pas, qui s'appelle Taquet, qui a fait l'amendement Taquet, qui permet qu'il y ait un prolongement encore pendant 1 an dans l'IME dans lequel elle est. Elle est très heureuse d'ailleurs. On aura peut-être le temps de parler scolarisation. Je suis pas tout à fait d'accord avec la députée LFI qui était là avant moi. Mais après, c'est le grand vide. Quand vous avez un enfant porteur de handicap, là, pour le coup, handicap mental, je ne sais pas ce que je vais faire de Philippine après ses 20 ans. Je peux vous dire qu'en tant que maman, c'est quand même pas imaginable un seul instant. Et moi, je voudrais que les parents d'enfants porteurs de handicap aient les mêmes choix qu'avec leurs enfants valides. Et ça, il en va de la dignité d'une nation. Et je pense justement, c'est ce que Marine Le Pen voulait faire en 2022, il faut faire un grand plan national. Pour ça, il faut l'État, les institutions et la société. Et tant qu'on ne changera pas l'image que la société a des personnes porteuses de handicap, vous pourrez faire toutes les cartes de circulation européennes que vous voulez, ça ne changera pas votre quotidien. Et je vais vous dire, j'étais au cinéma, j'ai regardé un petit truc en plus dimanche. Je peux vous dire que ne serait-ce que ces initiatives culturelles, ça change la société. Et tout est question de volonté politique. On pourrait imaginer faire des grandes campagnes de sensibilisation pour que on aide les gens qui sont en 2 roues. Moi, quand on prend les transports en commun, de temps en temps, je suis atterrée de voir l'indifférence que ça suscite. Donc je pense qu'il faut de la volonté politique. C'est à l'État, aux institutions, de faire en sorte de cette inclusion des personnes porteuses de handicap. Certains nous ont demandé d'essayer de parler un peu plus lentement. Pardon. Non, mais vous étiez peut-être pas là. Non, mais c'est mon problème. Je le rappelle, mais on a le droit de mettre de l'énergie, bien évidemment. C'est pas ça qui est jugé. Autre question ? Votre programme pour les élections européennes ne fait pas mention de la jeunesse ni de la situation des jeunes en situation de handicap. Est-ce que, au-delà de ce programme, vous portez des propositions au niveau européen ? Alors en fait, vous avez vu que notre liste en elle-même était la jeunesse, puisque Jordan Bardella a 28 ans. Encore une fois, c'est une prérogative nationale. Donc tous ceux qui sont venus s'asseoir sur cette chaise et qui vous ont dit que l'Europe allait changer votre quotidien, ça n'est pas vrai. C'est au niveau national que les choses se passent. Et là, pour le coup, pour l'employabilité des personnes porteuses de handicap, bien sûr. Par exemple, que nous avons des solutions, nous voulons des mesures fiscales intéressantes pour les entreprises qui mettent aux normes. Je sais pas moi, des postes de travail, par exemple. Il faut que l'État donne évidemment l'exemple. Il faut qu'il y ait 6% de personnes porteuses de handicap dans les administrations. Ça n'est pas toujours le cas. Il faut que les entreprises qui sont vertueuses aient évidemment des crédits d'impôt. Nous, on avait pensé à 3 ans de crédit d'impôt. Il faut qu'il y ait plus de place pour personnes invalides, porteuses de handicap dans les CFA. Il faut de la souplesse dans les ESAT. Je sais pas, nous voulons revaloriser l'AH. On veut l'indexer à l'inflation. C'est pas normal que vous touchiez 1016 €, alors que le seuil de pauvreté, enfin le minimum pour être en dessous du seuil de pauvreté, c'est 1153 €. Ça n'est pas possible. C'est là aussi une question de justice sociale. Donc s'il y a des discussions au niveau européen, je ne sais pas, sur l'accessibilité numérique par exemple, on parlait hier du comité sur le handicap au niveau européen, vous voteriez contre ? Mais bien sûr que non, évidemment qu'on ne votera pas contre. Mais encore une fois, ça ne fonctionne pas. Vous le savez, j'imagine bien, il y a un site, je l'ai marqué, un site sur 5 ans en France déjà, qui est complètement inclusif, déjà en France. Mais faisons respecter déjà la loi ici. Alors, il y a a priori des amendes de 50 000 €, j'attends de voir, est-ce que les administrations ont été condamnées, est-ce qu'elles ont payé ? Encore une fois, ce sont des vœux pieux. Et puis je vais vous dire, il y a un rapport de 2023 qui pointe le manque de résultats concrets à impact limité de tout ce qui est demandé à l'Europe. Parce qu'encore une fois, c'est au niveau national. Ça reste une prérogative de l'État de donner évidemment une vie digne aux personnes porteuses de handicap.
Mais finalement, en ayant du poids au niveau européen, vous avez forcément du poids au national, puisque les États doivent s'adapter et sont contraints justement d'appliquer ces directives. Pourquoi ne pas porter des propositions du coup directement au niveau européen ? Mais parce qu'encore une fois, je vous le dis, moi je ne veux pas que l'Europe dise aux agriculteurs ce qu'ils doivent faire. Je ne veux pas que l'Europe me dise quelle est la politique migratoire que je dois faire. Je ne veux pas qu'elle me dise que j'ai le droit d'avoir dans mon assiette. Voilà. Donc je ne veux pas que l'Europe s'arroge les prérogatives de politique de santé, ne serait-ce que sur le médicament. On peut parler des médicaments un peu. Vous avez bien vu que la crise du Covid avait quand même montré de façon cruelle à quel point nous n'étions pas souverains. Alors vous allez voir, c'est pas Cosette, mais j'ai une jeune fille diabétique. C'est pas la même. Je peux vous dire que quand votre pharmacien vous appelle et vous dit Madame Lavalette, il faudrait faire le tour des pharmacies, il n'y a pas d'insuline, vous vous dites mais est-ce que je suis vraiment dans la 7e puissance mondiale ? Tout ça, ce sont des choix politiques. Une fois qu'un médicament est passé à la validation, à l'autorisation de mise sur le marché. Ça passe devant un autre comité économique qui détermine un prix. Et le prix que l'État demande est trop bas. Donc en fait, les industriels, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont ailleurs, ils vont en Hongrie, ils vont dans des endroits où effectivement la main-d'œuvre est moins chère. Ils mettent là-bas leurs usines, moyennant quoi nous n'avons pas les médicaments qu'il faut. Encore une fois, ce sont des choix politiques. Et là où vous avez raison, et d'ailleurs j'y mets toute mon énergie, parce que plus grand sera le score de mon candidat, et plus nous allons peser évidemment au niveau national, mais les choix politiques, tout résulte de choix politiques. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. Et effectivement, voilà, de voter est l'expression suprême des choix politiques que nous voulons. Du coup, là, vous vous présentez quand même aux européennes, aux législatives européennes, et la question que j'ai vraiment pour vous, vous avez forcément des propositions, et du coup, comment prenez en compte, de manière générale, du coup, les enjeux qui ont pour nous les jeunes en situation de handicap ou non. Voilà. Mais moi je pense encore une fois que les enjeux, que tout ce qui concerne l'école par exemple, l'accessibilité, les aides sociales, c'est à l'État, donc ça n'est pas à l'échelon européen de le régler. Donc la question c'est pourquoi vous vous présentez alors, si je comprends bien la question du Seuil. Justement parce qu'on porte un autre projet. Alors vous savez, moi je suis porte-parole de Jordan Bardella, mais je ne me présente pas aux élections européennes, mais effectivement je comprends que ça bouleverse un peu dans la mesure où je suis un peu la seule qui porte ce projet-là, mais moi je veux dire que les gens qui vont voter évidemment pour notre liste, c'est pour appuyer un autre projet. Je ne veux pas de dilution de la France. Je ne veux pas, encore une fois, que ça soit Madame Ursula von der Leyen qui décide quelle doit être ma politique d'accessibilité. Vous voyez, moi, je veux que ce soit à l'échelon national, parce que si vous prenez les 27 pays, je peux vous dire qu'on n'a pas du tout la même notion et le même rapport. Il n'y a qu'à voir sur la scolarisation. Vous avez bien vu que nous avions un système un peu hybride, puisqu'il y a à la fois de l'inclusion avec les classes Ulysse et à la fois du milieu ordinaire, et à côté de ça aussi de l'IME. Voilà, il y a d'autres pays qui ont fait d'autres choix, du tout inclusif ou du tout normal. Voilà, chacun doit garder sa liberté, et c'est vrai que le projet de Jordan Bardella, c'est un projet de liberté des peuples et des nations. Nous voulons rester souverains aussi en matière de politique sociale et de politique en matière de handicap. Pardon, je peux poursuivre. Alors moi, c'est une question sur un tout autre sujet. J'aimerais parler d'autoreprésentation. Selon vous, que peut-on faire pour faire en sorte que les personnes en situation de handicap soient mieux représentées, notamment dans le cas d'élections, sur des listes C'est une vraie question. C'est une vraie question parce que déjà, je pense qu'il y a une espèce de petite barrière où les gens n'osent pas forcément aussi se présenter et venir à nous. Moi, j'ai déjà fait effectivement campagne, j'ai déjà mené... Ça marche encore ? Ouais. J'ai déjà mené de faire des listes, et j'avais très peu de personnes porteuses de handicap qui venaient à moi. Donc je pense qu'il y a même une autocensure, parce que ça n'est tellement pas démocratisé que je pense on s'interdit soi-même de venir. Mais ça pose une vraie question aussi sur la philosophie qu'on a sur le handicap. Vous voyez, je pense qu'en France, un handicap, c'est une difficulté. C'est quand même compliqué. Ça veut dire qu'il va falloir justement, en matière d'accessibilité, c'est pas simple. Quand vous prenez les modèles anglo-saxons, c'est plutôt une
une capacité, un potentiel qui est différent. Et ça, je pense que c'est à travailler de façon très concrète aussi dans la société. Et je vais vous dire, voilà, je parlais du film d'Artus, mais on peut aussi imaginer, pourquoi pas, des campagnes d'affichage, en parler à l'école bien plus qu'on en parle, parce que le handicap est encore, je trouve, pas tellement évoqué, à moins d'avoir un enfant porteur de handicap dans une classe, mais ce qui n'est pas toujours le cas. Moi, j'ai fait ma scolarité entière, et pour le coup, j'ai jamais eu de personne porteuse de handicap, et j'avais jamais vraiment été confrontée au handicap avant d'être maman d'enfants porteuses de handicap. Donc, je pense qu'il faut désinvisibiliser. Nous avions la chance, nous, aux élections législatives, d'avoir le premier député malvoyant de la 5e République. Donc c'était très touchant quand il a fait son premier discours en braille. Donc il avait un petit clavier comme vous, mais la première fois, il s'est aperçu qu'il pouvait pas à la fois se mettre debout, tenir son clavier. Enfin, il y a eu tout un aménagement à faire. Et je peux vous dire que l'entièreté de l'hémicycle avait un peu la larme à l'œil, parce qu'on sentait qu'il se passait quelque chose. On se pensait que le handicap rentrait à l'Assemblée nationale. Donc il y a aussi Monsieur Pétavy, vous savez, qui est LFI et qui est en fauteuil. Et ben typiquement, je vais vous dire, hier, il a fallu... on a dû faire un assis debout pour une sanction. C'est le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. On ne votait pas, c'était pas à main levée, c'était ceux qui sont pour la sanction se lèvent, ceux qui ne sont pas restent assis. Mais c'était fondamentalement discriminant pour mon collègue Pétavy, qui lui disait mais qu'est-ce que je fais moi, quoi. Et c'est vrai que voilà, il faut penser sûrement à adapter pour qu'à ce moment-là, ce collègue-là se soit senti pleinement avec nous. Juste pour la précision, il est écolo. Il est écolo ? Pardon ? On t'a pas entendu. Bah, il est aussi énervé Il est qu'un mec écologiste. LFI, donc au final c'était pareil, je trouve. C'était juste une précision. Autre question, on est à 15 minutes 47. Ah, c'est trop court parce que j'ai 19 minutes 45, c'est ça ? Voilà, mais vous aurez 1 minute pour conclure. Bon, ça va. Du coup, moi, j'avais une question. Vous avez parlé de la vision du handicap en France, vous avez comparé avec le modèle anglo-saxon. Du coup, on sait qu'aujourd'hui, les jeunes en situation de handicap subissent des violences dans les institutions. Et qu'est-ce que vous pouvez proposer pour ces jeunes en situation de handicap pour lutter contre cette situation, du coup, à l'échelle européenne, comme on est dans le cas de mais de manière générale aussi? Bien sûr, et vous avez raison, je pense que quand on regarde les statistiques, c'est vraiment très net. Effectivement, les personnes porteuses de handicap sont plus soumises aux violences et aux agressions, et aussi dans les institutions. Donc ça pose une vraie question. Donc pour la première partie, déjà, nous avions pensé à avoir une protection juridique différente, que la personne se sente vraiment soutenue. Et après, vous voyez, pour les institutions, j'ai eu l'honneur en 2 ans de mandat de porter une loi qui, d'ailleurs, je trouvais très transpartisane, et je suis un peu tombée de haut quand j'ai vu qu'elle n'était pas passée, mais sûrement mon côté un peu bisounours de penser que quand ça va dans le bon sens, les choses doivent être votées d'où qu'elles viennent. J'ai porté une loi pour que les députés puissent se pointer comme ça, sans prévenir, dans les institutions, dans les centres médico-sociaux et dans les EHPAD. Puisqu'on a vu, souvenez-vous, ces scandales Orpea, et on sait tous les scandales qu'il y a dans les centres sociaux, dans les personnes porteuses de handicap à l'aide sociale à l'enfance aussi. En tant que député, vous savez, on peut visiter sans prévenir tous les lieux de privation de liberté. Donc on peut aller dans une prison, vérifier les cellules de garde à vue, on peut aller dans un commissariat, et on peut aller en hôpital psychiatrique. Et c'est vrai que moi je me suis dit, j'aurais voulu qu'on prolonge ce droit pour aller justement dans les centres sociaux de l'enfance et dans les institutions. Et je voulais qu'on puisse surtout y aller sans prévenir. Parce que je sais pas vous, mais si moi vous me dites que vous venez dîner chez moi dimanche, je peux vous assurer que ma maison sera en ordre. J'aurais rangé, j'aurais fait en sorte que ce soit présentable, parce que j'ai un peu d'honneur et de dignité. Il n'empêche que si vous me le dites pas, vous pouvez arriver un jour où c'est un énorme bordel. Et je voulais justement pouvoir surprendre ce qui se passe véritablement dans ces institutions. Et voilà, j'ai malheureusement perdu à 7 voix, je le regrette. Donc écoutez, il faudra peut-être que j'attende d'avoir gagné pour qu'elle passe. Il n'empêche que ça me paraît un point fondamental, crucial, et qu'il en va aussi de l'honneur d'un pays. Parce que quand vous laissez, moi je me souviens d'exemples très frappants, quand vous laissez à la fois à l'EHPAD sur une mamie qui était handicapée moteur et qui avait subi des sévices sexuels, c'est juste intolérable. Enfin, je veux dire, c'est intolérable déjà quand c'est pas votre grand-mère, mais vous devenez fou quand c'est la vôtre, quoi. Donc je suis évidemment pour qu'il y ait une protection rapprochée, qu'on mette des moyens, et que tous ces établissements aient au-dessus de leur tête l'épée de Damoclès d'une visite surprise. Moi, j'avais une question, justement. Du coup, nous, les jeunes, et plus largement les personnes en situation de handicap, quels sont les leviers que vous
vous dites que c'est les prérogatives de l'État, il faut que ça soit national pour mettre en place l'accessibilité des jeunes, pour sortir de ce modèle institutionnel du handicap. Quels sont les leviers qu'on peut s'en saisir si on n'a pas ce levier à l'échelle européenne? Parce que je prends comme exemple récemment, la France a été condamnée par la Commission européenne. Elle a été également remise en cause par la Convention internationale des droits des personnes handicapées. Et cette remise en cause a été faite sur saisine des personnes en situation de handicap en France, qu'au niveau national, ça ne marchait pas. Du coup, si on n'a pas cette opportunité européenne extra-française, quels sont les leviers dont on peut se saisir? Non, mais Je vous demanderai juste d'être très rapide, vous avez 30 secondes pour répondre à cette longue question et vous avez 1 minute après pour vous. Et après on en aura terminé, je suis désolé. Le temps, levier, c'est l'État. Je vous mets au défi de me dire exactement qu'est-ce que l'Union européenne a amélioré dans le quotidien des personnes handicapées. Il n'y a rien. Moi, je vais vous dire, c'est une frustration folle quand vous êtes député, déjà pas dans la majorité parce que vous êtes dans l'opposition, il y a moins de choses à faire. Mais je vais vous dire, j'ai un souvenir. J'ai été saisie par des parents dont la fille était polyhandicapée. Ils ont tout déménagé, vendu de Paris pour venir habiter et que leur enfant soit pris dans un établissement. L'établissement a changé de statut juridique et ils ont mis 17 enfants polyhandicapés à la porte au bout de 2 mois. Le quotidien de ces parents ont fondamentalement changé et j'ai eu la chance, moi, députée, de pouvoir donner le dossier de ces 17 enfants directement à un ministre et on a eu 1 an de sursis. Je vous l'accorde, 1 an, c'est pas beaucoup, mais ça permet un peu de se retourner. C'est l'État qui doit enclencher une grande politique nationale. C'est l'État qui doit faire en sorte que les personnes porteuses de handicap appartiennent pleinement à cette communauté de destin. Et ça n'est pas l'Europe. Si vous avez un dernier mot, tant que je vous sens... J'ai un dernier mot, je suis beaucoup trop bavarde. Vous imaginez que Un je vais dernier mot, avoir du mal pas avec un 2 dernier derniers mots. mot. Qu'est-ce que je voudrais vous dire Combien il reste de temps? Combien de temps il reste? 45 secondes. 45 pour secondes. vous adresser. Voilà, non, vous dire que, en tout cas, moi, je mets toute mon énergie à reconnaître justement ces personnes porteuses de handicap comme des pépites. Chacun d'entre vous a évidemment une place qui n'est pas assez grande, je trouve, encore dans la société dans laquelle nous vivons. Il faut, comme vous dites, il faut qu'il y ait beaucoup plus de personnes porteuses de handicap qui aient envie de venir faire de la politique. Parce que quand vous partagez votre quotidien avec quelqu'un qui véritablement sait à quel point c'est compliqué de venir de l'arrêt de bus jusqu'à l'Assemblée nationale, les choses avancent. Et c'est vrai que cette vision, et la vision que moi je représente avec cette liste de Jordan Bardella, c'est une vision très différente, encore une fois. Moi je pense que c'est à l'État, tout revient à l'État, et c'est ce qui fait la richesse de notre 5e République. Eh ben voilà, 4 secondes. Merci Laure Lavalette. Merci à vous. Ah, je voulais juste remercier, la personne qui a signé, alors que je parle très très vite. Donc merci beaucoup à la personne qui signait pour faire en sorte que les malentendants puissent comprendre ce que je disais de façon rapide. Merci. Ce ne sera pas décompté du temps de parole. Merci Laure Lavalette, Effectivement. représentante de Jordan Bardella. Merci également à Axel et à Hussein d'avoir mené cette interview. Eh ben voilà, je vous rappelle rapidement, vous pouvez encore tenter de participer avec notre dernier débat, Geoffrey, qui va bientôt commencer, un jeu concours. 06 08 28 55 49, ça c'est par SMS. On attend vos questions à l'extérieur de Sciences Po. Et puis bien sûr, l'email en débat 24@gmail.com.